Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est la keynote du type avec un accent canadien aujourd'hui. Merci d'être présent. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une enquête franco-québécoise qui a été menée l'année dernière et cette année sur les usages de la donnée. Au Québec, on dit la donnée. Donc, vous m'excuserez le terme. Donc, l'usage de la donnée par les municipalités et les communes, donc en France et au Québec. Également, l'opinion qu'ont les citoyens de l'usage de leurs données personnelles et des données en général par les municipalités et les gouvernements. Donc, une étude très intéressante qui nous donne des informations pertinentes et qui nous donne surtout un éclairage sur le portrait actuel, réel, de l'usage de la donnée et ce que les citoyens en pensent. Je me présente, François-William Croteau. Je suis actuellement donc PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine, un organisme qui travaille avec les villes au Québec. Et bientôt, je collaborerai avec Civiteo, une entreprise bien nantaise, pour accompagner aussi les villes françaises, je l'espère. Je suis également professeur associé et chroniqueur au Journal Le Devoir, qui est l'équivalent du Journal Le Monde ici. Et dans une autre vie, je vais donc tenter de combattre mes instincts naturels de parler trop longtemps. J'ai été maire d'un arrondissement montréalais, Rosemont-la-Petite-Patrie, un arrondissement de 145 000 habitants, donc pas un petit arrondissement, et maire adjoint à Montréal, responsable de la ville intelligente, l'innovation et de l'enseignement supérieur, ce qui m'a donné la chance de réaliser la Charte des données numériques de Montréal en collaboration avec Francky, que je vois ici, Francky Trichet, et avec Nantes. Donc, Montréal et Nantes avons réalisé cette charte ensemble et en collaboration, ce qui m'a donné l'occasion donc de rencontrer les personnes de cette merveilleuse ville que je découvre pour la première fois. Alors, petit élément de contexte, je ne veux pas vous expliquer en détail ce qui est inscrit, mais c'est important, je pense, de se rappeler que malgré ce que les professionnels, les experts prenons pour acquis en termes d'usage de données, de ce qui s'en vient en termes de technologie, de défis pour les villes ou pour les citoyens. Souvent, on discute entre nous, entre spécialistes, on prend donc ces informations comme étant des informations valides et qui sont normales. Il faut se rappeler que la plupart des gestionnaires dans les plus petites villes ou moyennes villes, ou encore les citoyens, n'ont pas le même niveau de littératie et de compréhension des capacités d'usage des données et même du potentiel qui peut être exploité. Donc, c'est important de rappeler certains éléments. Et aussi, et on va le voir aujourd'hui, on peut mettre un élément en relief, c'est l'élément culturel, parce qu'il y a des différences majeures qu'il peut y avoir dans les perceptions des personnes qui utilisent les données, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire et en termes de travail ou même de communautés qui sont très différentes, mais aussi des politiques publiques qui peuvent avoir des influences importantes sur la manière dont se déploient des technologies, se déploient des usages, ou encore l'avancée, ou même, je dirais, l'évolution des technologies. Je vous donne un exemple rapide avant d'aller un peu plus loin. Montréal est une ville qui, il y a, ma foi, pas très longtemps, avait une certaine avance en termes de transformation numérique. Les villes françaises venaient beaucoup pour s'influencer de Montréal. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt l'inverse. On voit une évolution qui s'est faite, une transformation à cause de certaines politiques publiques, et on le voit dans le concret au quotidien. Donc, c'est toujours un jeu d'échange qui fait en sorte qu'on évolue et que les transformations se réalisent. Donc, l'enquête elle-même. Le contexte. Data Publica avait entamé une démarche d'enquête qui se réalise auprès des communes, des villes, des municipalités françaises, des territoires, et aussi auprès des citoyens. Au Québec, on n'avait pas ce type d'enquête et on a, moi et Jacques Priol, qui est à la tête de Data Publica, réussi à convaincre des acteurs québécois de réaliser une étude similaire au Québec. Et je dis similaire parce qu'il fallait naturellement adapter le langage auprès des municipalités parce que ce ne sont pas les mêmes types de direction, ce n'est pas non plus le même type de responsabilité dans les villes. Donc, la juridiction, les pouvoirs délégués aux municipalités québécoises ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, il fallait adapter les questionnaires. Par contre, auprès des citoyens, c'est la firme Ipsos qui a réalisé en France et au Québec l'enquête
essentiellement les mêmes questions parce qu'on était surtout dans les opinions, dans les perceptions. On n'avait pas nécessairement à adapter le vocabulaire. Donc, c'est important de le mentionner parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais vous parler du résultat de cette enquête, il a fallu également faire ressortir des informations, des données qui étaient comparables. Les deux études qui sont réalisées sur les territoires français et québécois, tant auprès des municipalités qu'autant auprès des citoyens, arrivent avec cet ajustement du vocabulaire, avec des questions qui peuvent être très différentes. Donc, mon défi que j'avais aujourd'hui à vous présenter le résultat de ces deux enquêtes, c'est de trouver et de faire ressortir des éléments de comparaison. Je vous donne également un élément de comparatif. Vous le voyez devant vous, la différence de population entre les deux États. Je vous rappelle que le Québec est un territoire immense avec une très faible densité d'occupation du territoire. Ça a un impact, naturellement, je vous dirais, sur l'occupation du territoire. Pour vous donner une idée, 60% des villes québécoises qui ont 3 500 habitants et moins. C'est énorme. Donc, ça vous donne une idée du défi qui est complètement différent. Nous avons énormément de villes, mais des très petites villes, très peu occupées. Et donc, vous pouvez vous en douter, des organisations municipales avec très peu de ressources pour répondre à des besoins de la sorte. Une problématique qui est, ma foi, très différente lorsqu'on se retrouve dans des plus grandes communes. Un autre élément, et je ne veux pas non plus attirer trop l'attention là-dessus, naturellement, au Québec, il y a une seule communauté métropolitaine qui est Montréal. Montréal renferme 50% de toute la population québécoise dans sa région métropolitaine. Donc, ça vous donne une idée de la grosseur. On parle d'une agglomération de 5 millions d'habitants, d'une ville de 2 millions d'habitants, sur une population de 8,5 millions. Il y a un décalage et, je dirais, une iniquité vraiment énorme entre la métropole et les autres villes québécoises en termes de transformation numérique, d'usage des données, de connaissances. Donc, c'est un élément aussi pour nous, lorsqu'on fait une enquête comme celle-ci, à prendre en compte parce qu'on ne peut pas évaluer les résultats de la même manière. Cela dit, un élément important, le Québec est la seule province, la seule région canadienne avec une loi sur la gestion des données personnelles. Donc, la loi 25 qui a été adoptée récemment est inspirée directement du RGPD. Donc, nous sommes actuellement au Québec le seul État avec une loi qui s'est inspirée directement de ce que l'Europe a fait, ce qui n'a pas encore nécessairement d'impact direct, on ne le voit pas, mais il commence à avoir déjà des transformations. Donc, l'enquête auprès des villes et des communes. Au Québec, des communes, ça n'existe pas, donc c'est pour ça que je mets les deux termes, ville et commune. C'est très différent. Aussi, un petit élément de contexte avant que je continue. Les pouvoirs auprès des villes au Québec sont de compétences régionales, provinciales. Donc, le gouvernement canadien n'a aucun pouvoir sur les municipalités, ne peut pas lui imposer de loi ou encore de contraintes budgétaires ou autres. C'est 100% de pouvoir régional. C'est comme si, ici, le gouvernement de la République n'avait aucun pouvoir sur les communes. C'était entièrement géré par les régions. Donc, c'est une énorme différence en termes de politique publique généralisée sur un territoire comme le Canada. Donc, c'est important aussi de vous le mentionner. Alors, voici l'étude. J'ai mis l'accent aujourd'hui dans la présentation sur les perceptions, les usages qu'on peut faire de la donnée, comment on peut les utiliser pour voir quel est l'état de situation réel. Parce qu'on parle souvent du potentiel d'utilisation de la donnée, mais les gens qui travaillent dans les villes, que ce soit en France ou au Québec, eux, qu'est-ce qu'ils croient qui peut être intéressant ou qui peut être développé en termes d'usage? Vous voyez, il y a quand même des similarités assez intéressantes entre le Québec et la France. Bon, naturellement, j'attire l'attention sur cet élément-là et on reviendra plus tard avec l'opinion des citoyens. Mais il y a toujours un décalage important entre la perception des professionnels de l'administration publique et les besoins réels des citoyens. Pour avoir été donc élu pendant 12 ans, souvent, les fonctionnaires, les professionnels vont décider des usages de la donnée ou des outils numériques en fonction de leurs propres besoins et ne pas se poser la question, mais quels sont les besoins de nos utilisateurs réels, c'est-à-dire les citoyens. Et donc, vous voyez dans ces réponses vraiment
un élément qui est directement lié au métier. Donc, les usages administratifs des finances, l'aménagement du territoire, sécurité publique, environnement, transport, administration en général, ce sont des sujets qui importent naturellement aux gestionnaires publics. Ce sont des éléments du quotidien de la gestion d'une administration, d'une ville, d'une commune. Et ce qui fait en sorte que il n'y a pas tant de différence entre le Québec et la France, mis à part peut-être la question de la sécurité publique. Étrangement, je fais la parenthèse, le Québec est un pays avec aucun problème de sécurité publique. En général, c'est un État excessivement sécuritaire. Ma foi, on a des préoccupations particulières, mais bon, toujours intéressant de voir des données comme ça qui ressortent. Donc, un des éléments qui ressort naturellement, c'est cette idée des gestionnaires. En termes de gouvernance des données, ce qui est important, on a voulu poser la question aux gestionnaires, est-ce qu'il existe chez vous, dans votre ville, des stratégies de gestion des données? Et c'est important parce que, naturellement, s'il n'y a pas de cadre de gouvernance, il peut y avoir des difficultés. Les résultats sont, ma foi, différents et similaires. Pourquoi au Québec, il y a autant de gens qui indiquent « je ne sais pas ». C'est lié directement au fait que, je vous l'ai dit, beaucoup de petites municipalités, peu de gestionnaires dans les administrations publiques, peu de gens qui s'occupent de l'information. On peut donc en conclure que le 33 % égale non. Donc, si je ne sais pas, probablement, c'est qu'il n'y a pas de politique de gestion. Donc, je vous dirais qu'actuellement, ce qui fait peut-être la différence entre le 8 % et le 25 % de oui, c'est le fait que le RGPD a été mis en place il y a plus longtemps que la loi 25 au Québec et qui a amené donc une différence importante en termes d'administration des données. Participation citoyenne, donc est-ce que les citoyens ont été impliqués dans la création de votre politique de gestion des données? C'est très intéressant. Vous voyez les résultats. La France à 81 % non. Donc, on est vraiment dans le top-down de la définition des politiques. Au Québec, le 45 % je ne sais pas, est probablement lié au fait qu'ils ne savent pas non plus s'il y a une politique de gestion. Mais intéressant, sinon, les chiffres sont assez similaires sur le 15 % et le 10 % de oui. Les administrations ayant eux-mêmes beaucoup de difficultés à assimiler ces problématiques de gouvernance de données ont peut-être des réflexes de protection et des craintes d'ouvrir auprès de la population leur méconnaissance ou leurs problèmes de littératie numérique, ce qui est souvent le cas, malheureusement, parce que c'est encore un métier qui se développe. Donc, des informations qui sont assez intéressantes, qui sont assez comparables et qui peuvent nous donner une indication de l'état de situation actuel des municipalités. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus à la question des citoyens parce qu'on oublie souvent qu'une ville, son rôle, c'est de servir les citoyens, non pas de se servir elle-même. J'avais un collègue politicien, maire d'arrondissement, qui avait déjà dit la boutade suivante en parlant de l'administration publique qui avait toujours la capacité de générer des projets à l'interne, de dire qu'il y aurait une ville sans citoyens et les fonctionnaires se trouveraient quand même du travail à accomplir. Voulant dire que souvent, on oublie pour qui on travaille, c'est-à-dire les citoyens. Et le but d'une ville, d'une municipalité, d'une commune, c'est d'offrir des services aux citoyens. Et donc, ce qui est intéressant dans la comparaison aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en relief la différence d'opinion des citoyens et des fonctionnaires, des professionnels. Sur la question de l'usage des données personnelles, je parlais tantôt, est-ce que les citoyens ont été impliqués dans les politiques de stratégie de gestion? Est-ce qu'il y a suffisamment de transparence? Bon, il y a un problème de communication souvent sur les questions du numérique et on le voit, c'est assez mitigé. Je vous dirais par contre que les Québécois se sentent un peu, je dirais globalement, un peu plus mieux informés auprès des institutions publiques que des entreprises privées, et c'est inversement en France. Qu'est-ce qui explique cette situation? J'en ai aucune idée, mais malgré tout, il y a quand même des chiffres assez similaires.
Des soucis quand même, on le voit là, il n'y a personne qui est vraiment très bien informé et personne qui est très mal informé. On est assez dans le flou, connaissance générale et souvent de l'information qui n'est pas toujours bien disponible à l'ensemble de la population. La confiance des citoyens envers l'usage des données. Donc ça, c'est intéressant. On voulait voir quelle était la différence. Je ne sais pas ce que nous avons, Québécois, Français, envers les pharmaciens, mais il semble que nous avons une très grande confiance envers les pharmaciens pour gérer nos données personnelles. Est-ce que c'est parce qu'on consomme beaucoup de médicaments? Je ne sais pas. Mais ce qui est étrange, c'est que le chiffre est très élevé chez les chercheurs aussi. Donc, je suis assez rassuré comme chercheur et professeur également. Donc, ville et commune, on le voit. Quand même intéressant, la confiance que les citoyens portent. Je n'ai pas mis les données pour préserver un peu les personnes qui peut-être travaillaient pour l'État, mais autant au Québec qu'en France, les citoyens ont moins confiance en l'État pour gérer leurs données personnelles que leur commune ou leur ville. Encourageant pour les décideurs publics dans les municipalités et les communes, les citoyens ont plus confiance en vous que votre gouvernement. Et un élément qui m'a surpris, c'est la confiance envers les entreprises privées. C'est catastrophique. J'aimerais pas aujourd'hui être un gestionnaire numérique des données pour une entreprise privée et voir des chiffres de la sorte. L'état de non-confiance de la gestion des données personnelles est les faramineuse. Par contre, le paradoxe, c'est qu'on n'a aucun souci à les donner, nos données à ces entreprises-là, alors qu'on questionne nos municipalités de façon très pointue sur l'usage de notre donnée. Le paradoxe humain. Donc, c'est un élément intéressant. Potentiel d'amélioration des services. Tantôt, je vous parlais de la question des fonctionnaires. Quel est l'usage potentiel? Et ici, on voit la différence avec les citoyens. Bon, tantôt, on parlait des pharmaciens, mais la santé. Les citoyens y voient un intérêt plus important de l'usage de leurs données personnelles pour améliorer les services de santé. Pour le reste des services, assez semblable, je vous attire vos attentions sur un élément important et que je trouve particulier. Parce que comme décideur public, comme ancien politicien et chercheur, un des éléments les plus intéressants en termes de potentiel d'amélioration des services et de capacité d'améliorer nos territoires, c'est la question de la transition écologique. Il y a un potentiel énorme en termes d'usage des données. Or, on voit qu'à 35 et 37 % les citoyens n'y voient pas tellement d'intérêt. Ils ne voient pas tellement le potentiel d'usage. Peut-être un problème, encore une fois, de communication, d'explication, de littératie. Je soupçonne en effet que les gens voient rapidement ce qui les concerne dans leur quotidien, la santé, le transport, l'eau potable, comme des éléments fondamentaux pour bien gérer leurs services. Et c'est ce qui, ma foi, peut-être donne un peu l'explication de ces éléments. On voit que les matières résiduelles, hein, c'est un élément important. Mais encore là, honnêtement, la gestion des données personnelles dans l'amélioration des services de collecte de déchets et de matières recyclables, pour avoir travaillé dans ça, il y a très peu de potentiel d'amélioration. Mais bon, c'est une opinion des citoyens. Qu'est-ce qui explique ces informations? Qu'est-ce que les études, et je ne vous ai pas donné toutes les données parce que énormément d'informations avec le temps qui m'était imparti. Ce qu'on remarque autant dans les municipalités qu'auprès des citoyens, c'est un manque d'informations, de connaissances, un manque de littératie numérique qui empêche à la fois de comprendre l'intérêt d'utiliser davantage les données, même de générer des données importantes pour améliorer notre capacité de service aux citoyens. Les citoyens eux-mêmes comprennent très, très mal comment on peut utiliser les données pour améliorer leurs services. C'est un élément qui ressort tout au long de l'étude où on se rend compte qu'un des problèmes dans cette capacité de générer, d'utiliser les données, oui, il y a la littératie et il y a les ressources. Chez les fonctionnaires, chez les professionnels, on l'a vu rapidement et c'est revenu souvent dans les questions, le manque de connaissances et de ressources, oui techniques, mais financières, d'être capable d'opérer une transformation numérique et de générer plus de données, d'outils
d'information, comment transformer la donnée en outil de décision. C'est un problème fondamental, donc on voit très bien le problème. Et finalement, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, malgré les lois, la transformation se fait lentement, essentiellement pas parce que la loi elle est peut-être mal réalisée ou construite, mais parce que les villes n'ont pas les ressources pour la mettre en place. Et c'est un problème majeur. Donc, il faudra se questionner sur les contraintes légales. Est-ce que c'est le bon moyen pour forcer ou pour améliorer? Donc voilà, je vous laisse rapidement, tout simplement, une petite publicité personnelle. La semaine prochaine, j'ai un livre qui sort. C'est une synthèse de mes 12 ans et aussi une prospective sur l'avenir, sur comment rendre nos territoires plus résilients avec l'usage intelligent des données et comment générer de l'innovation qui nous aidera à transformer nos gouvernances des villes. Il est disponible en France également avec les éditions Québec-Amérique. Vous pouvez le télécharger en PDF aussi. Il sort la semaine prochaine et j'en suis très fier. Et il y a un peu de Nantes dans ce livre, naturellement. Voilà. Donc, je prendrai les questions s'il y en a. Bonjour, Eric Inchberger, CGI. J'ai une question et une remarque. La question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure des données personnelles, notamment avec le RGPD, plutôt en Europe, et la loi 25 au Québec. Mais du coup, la loi 25, est-ce que c'est en lien avec le PIPEDA, donc, qui a au Canada, qui régit, il me semble, la gestion des données personnelles? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est en lien direct ou pas? Ou est-ce que c'est peut-être qu'au Québec, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour le Québec? Et l'autre, c'est plutôt une remarque par rapport à le fait que vous disiez que c'était surprenant d'avoir la transition écologique plutôt basse dans les deux cas, que ce soit en France ou au Québec. Peut-être que c'est aussi le fait que c'est peut-être abstrait d'amener juste ce domaine-là, alors qu'il doit s'appliquer finalement au transport, à la gestion de l'eau, etc., etc. Donc peut-être que juste de l'avoir dans un domaine spécifique, c'est peut-être ça qui fait qu'il est plus bas que les autres domaines, parce disons que tout seul, il est abstrait, alors que si on l'amenait sur un autre sujet, il y avait peut-être plus de cas concrets pour pouvoir le définir. Tout à fait. Bien, merci pour vos deux questions et commentaires. Pour répondre à votre première question, le Québec a adopté une loi vraiment spécifique et qui n'est pas du tout en lien avec ce qui s'est fait au Canada. Au Québec, on a la tendance à vouloir vraiment toujours être une société distincte, à part. Les institutions fonctionnent assez différemment. La preuve, c'est qu'au Québec, c'est une assemblée nationale. Et ailleurs, ce sont des chambres des communes, donc du type britannique. On s'inspire beaucoup dans nos institutions encore de la France à certains égards. Donc, le Québec a sa propre loi très distincte du Canada. Le Canada a une culture plus anglo-saxonne, c'est-à-dire plus laisser-faire, plus de confiance au libre marché. Au Québec, on a plus tendance, un peu comme ici, à vouloir encadrer davantage l'entreprise privée par des lois et jouer un peu plus le père de famille auprès des citoyens, c'est-à-dire gérer à peu près tout ce qui existe dans la vie des gens. Donc, on est un peu dans le même type. Pour ce qui est de la deuxième question, vous avez tout à fait raison. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai volontairement aussi mis l'accent sur certaines différences de langage dans ma présentation. Pourquoi? C'est justement pour parler de cette idée que dans la donnée, il y a aussi des différences de langage qui peuvent parfois porter à des interprétations différentes et qui peut par la suite avoir des impacts importants en termes de transformation de la donnée en information de prise de décision. On peut parler de l'intelligence artificielle ou autre, mais du moment où un même terme ne veut pas dire la même chose à deux endroits différents, bien, ça nous fait poser la question aussi sur la question de la transformation de la donnée en information. Alors, et c'était tout le défi de l'enquête aussi. C'était d'être capable d'arriver à des termes qui voulaient dire la même chose pour un Québécois ou pour un Français, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, j'ai mis une écriture, par exemple, inclusive. J'ai utilisé les données au lieu des data, parce qu'au Québec, lorsqu'on parle de data, ça évoque rien. Et donc, on voit aussi ces éléments-là de vocabulaire qui sont très, très importants, en effet.
voyez aussi que j'utilise le terme québécois et non pas canadien. Merci pour votre présentation. Je voulais savoir si vous aviez tiré des constats du coup de cette étude et essayé de mettre en place des canaux de communication avec les citoyens. Dans l'association dans laquelle je travaille, Equitia, on essaye de mettre ça en place et en fait on se rend compte que même au-delà de la question des moyens, il y a aussi la question de l'intérêt des citoyens. C'est difficile en fait de les intéresser au sujet parce que souvent ça fait peur, c'est complexe. Et voilà, je voulais savoir si vous avez mis en place des actions. Merci. C'est une excellente question. Le défi d'intéresser les citoyens sur des sujets complexes. On est actuellement à se questionner sur la manière, d'une part, d'intéresser aussi plus les fonctionnaires sur l'usage des données. C'est aussi un défi pour pas que ça soit vu comme une tâche supplémentaire à leur tâche quotidienne. Il faut que, d'abord, pour ceux qui génèrent de la donnée, que ça fasse du sens dans leur travail. Il faut leur raconter une histoire pour leur démontrer que ça va améliorer leur travail, que ça va leur faire gagner du temps et non pas l'inverse. Première chose. Deuxième chose, c'est de comprendre qu'il faut que la donnée parle aussi aux citoyens. Si on décide de parler un vocabulaire administratif en mettant de l'avant certains usages de données et que ça ne fait aucun sens pour le citoyen, on ne va pas l'intéresser. D'où l'intérêt qu'il faut se préoccuper du quotidien du citoyen pour attirer son attention. Qu'est-ce qui va générer une préoccupation chez le citoyen? Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a adopté la Charte des données numériques à Montréal, on a créé un document ouvert, un Google Doc en Open Data. Je viens de dire Open Data. C'est parce que ça fait 2 jours que je suis ici. En données ouvertes sur Internet. Et on a invité par Twitter, Facebook, Instagram, les communications de la Ville de Montréal, partout, les citoyens à commenter la charte. On a donné 8 mois aux citoyens à commenter la charte de la donnée directement pour être en mesure d'avoir leur opinion et d'arriver avec un document qui était fini, mais aussi itératif, qui pouvait être généré. On a eu environ 200-250 commentaires de 4 personnes. Et donc, d'où la difficulté d'intéresser. Et un des intérêts et une des voies qui est intéressante, je pense, c'est de provoquer le citoyen. De le provoquer à des endroits où il va dire « Oh, ça vient toucher mon quotidien, je n'aime pas ce qui se passe avec cette gestion de données, je vais m'y intéresser. » Il faut toucher à sa vie au quotidien. Si on arrive avec des plans très larges, très vastes, très généraux, ça risque d'être difficile. Le niveau d'attention aussi des gens aujourd'hui est très, très faible. Donc, il faut être capable de capter leur attention. Je vous dirais que peut-être commencer par l'élimination des espaces de stationnement dans les villes et connaître le nombre d'espaces de stationnement dans une ville est une manière d'intéresser les gens parce que, autant ici qu'au Québec, on est très attaché à notre voiture et à notre espace de stationnement, surtout si elle nous coûte quelque chose. Donc, c'est peut-être des choses, justement, en provoquant les gens qu'on va les intéresser à l'intérêt de la gestion des données et de l'utilisation des données. C'est bon? Merci beaucoup.